Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde, à cette conversation autour de la ville coloniale ou de l'architecture coloniale, avec plein de guillemets, en Algérie et surtout, ou non, pas surtout, en Algérie. Ce que je vais commencer, c'est par vous présenter nos intervenants. Et ensuite, on commencera avec une série de questions auxquelles ils répondront comme ils voudront. Et puis, dans l'ordre dans lequel ils voudront. Et puis, ensuite, évidemment, il y aura un temps d'échange avec la salle. Donc, je vous présente nos intervenants, en commençant à ma gauche par Nabila Chérif, qui est architecte de formation, architecte des sites et monuments historiques, qui est un titre particulier en Algérie. Elle est docteure en histoire de l'art de l'université Paris 4, je crois, et avec un travail sur l'architecture de l'époque ottomane en Algérie. Elle est aussi responsable de la formation doctorale patrimoine à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. Je vais aller dans ce sens-là et on terminera par Claudine Piaton. Donc Boussad Aïch est architecte aussi. Il enseigne au département d'architecture de l'université de Tizi Ouzou. Il est responsable de la filière de formation dans ce département et lui a fait une thèse à Bordeaux sur l'architecture à Alger dans les années 30. Ensuite, Sami Boufassa, il est architecte et philosophe. Il avait fait un doctorat en philosophie sur la prospective urbaine, mais je crois qu'il ne travaille plus là-dessus. Et surtout, il est ici du fait qu'il enseigne au département d'architecture de l'université de Béjaïa, où notamment il enseigne un cours sur l'histoire de l'architecture en Algérie au XIXe et au XXe siècle. Et enfin, notre dernière intervenante, c'est Claudine Piaton, architecte et urbaniste de l'État spécialisée dans le patrimoine. Claudine travaille depuis un certain nombre d'années, pas exclusivement, mais quand même beaucoup, sur l'architecture des 19e et 20e autour de la Méditerranée. Elle a travaillé sur Héliopolis, sur la ville nouvelle d'Héliopolis en Égypte. Elle s'est aussi pas mal intéressée et pas mal publiée sur les villes du canal de Suez en Égypte. Et elle a entrepris un gros travail sur Alger, dont vous voyez un des résultats à l'écran, travail qu'elle mène dans le cadre d'un projet européen de coopération avec des collègues italiens, espagnols et aussi algériens sur les archives européennes d'architecture algérienne. Donc peut-être pour commencer cette conversation, la question que je leur poserai volontiers, sachant que parler d'architecture coloniale, c'est pas quelque chose de ville coloniale, c'est pas quelque chose qui est complètement évident. C'est comment, dans leurs itinéraires respectifs, chacun différent, comment ils en sont arrivés à s'intéresser à l'architecture coloniale, à la ville coloniale. Voilà. Merci beaucoup, Mercedes. Voilà. Donc, alors, moi, comment je suis venue à l'architecture coloniale, sachant que j'ai une formation Paris 4 ottomaniste, donc dans un premier temps un parcours essentiellement axé sur la période ottomane, donc 16e, 19e siècle, les régences ottomanes et en particulier celle d'Alger, donc par le biais de son architecture, puisque je suis architecte de formation. Et puis, alors, dans mes missions pédagogiques à l'école d'architecture d'Alger, j'ai construit un cours sur l'architecture du 19e siècle, donc les premières décennies de l'architecture française, mais qui était en lien avec l'architecture ottomane, puisque tout le monde sait que la ville française s'est installée sur la ville ottomane. Donc, ça m'intéressait de voir comment est-ce que toute la structure de la ville française s'est installée sur la structure de la ville ottomane. Et alors, en abordant le 19e siècle, évidemment, j'ai pris conscience de l'existence d'un patrimoine, moi je l'appelle patrimoine, on pourra discuter après dessus, d'un patrimoine de période française extrêmement important et même plus important sur le plan visuel, hein, dans nos vécus et dans notre vécu quotidien à Alger, puisqu'il occupe une grande partie du paysage de la ville d'Alger. Alors, je suis par ailleurs, comme l'a dit Mercedes, architecte des sites et monuments historiques, et de par cette qualité-là, en
fait, on s'intéresse uniquement au patrimoine qui est protégé et qui est classé. Or, en Algérie, ce qui est classé et protégé, ce sont les patrimoines de la période antique, de la période médiévale et ottomane, mais pas du tout les patrimoines de la période française. Donc, je me suis dit, là, il y a quand même un gros problème, parce que ce qui est quand même apparent dans nos paysages de ville, ce sont les architectures du 19e et 20e siècle. Donc, mon combat pour le classement de ces architectures a commencé à partir de là, dans des mouvements associatifs, en sensibilisant les étudiants sur ce patrimoine. Et donc, j'œuvre dans des groupes qui tentent de faire infléchir les politiques pour admettre et accepter l'idée que toutes les architectures du 19e et 20e siècle sont à considérer au même plan, en tout cas patrimonial, que les architectures des autres périodes. Et je me suis donc impliquée dans la réhabilitation, donc sur le terrain pour le coup, de l'architecture de cette période pour le compte de la wilaya d'Alger, c'est-à-dire l'équivalent de la ville d'Alger ou mairie de Paris, si vous voulez, mairie d'Alger, donc qui a lancé, je vous en parlerai tout à l'heure, un grand nombre de projets de réhabilitation de l'architecture française, la réhabiliter seulement parce qu'elle tombe de vétusté, mais pour moi, mon arrière-pensée, c'est non seulement participer à la remettre en forme, mais aussi de faire accepter l'idée par un travail pédagogique souterrain et même apparent, qu'il y a là un patrimoine qu'il faut absolument mettre en valeur, chérir, au même titre que les patrimoines des autres périodes. Donc voilà comment je suis arrivée à m'intéresser à la ville du 19e et du 20e siècle. Boussad, tu veux enchaîner ? Oui, très bien. Merci Mercedes. Pour ma part, je suis aussi architecte de formation, comme l'a dit Mercedes tout à l'heure. Mon intérêt pour la question des architectures coloniales, entre guillemets, on reviendra sur cette question plus tard, je pense. C'était aussi dans le cadre d'un travail qui a été fait pour une thèse qui s'est arrêtée, qui s'est développé sur l'architecture d'une période précise à Alger, c'est-à-dire c'est la période des années 30 où on va voir un peu l'influence de l'art déco, des architectures locales sur la production architecturale durant la période coloniale. Donc mon intérêt pour cette architecture, évidemment, c'est développé avec le temps, puisque aujourd'hui j'enseigne aussi la matière architecture et urbanisme des 19e et 20e siècles au département d'architecture de Tizi Ouzou. Et sur cette question en particulier, on aborde maintenant une nouvelle vision, je dirais une vision plus contemporaine de ce patrimoine, sur cet aspect, comme le disait Nabila. Donc je pense qu'on reviendra aussi sur la question du patrimoine. S'agit-il d'un patrimoine, d'un héritage, ou alors préciser peut-être la notion qu'il va falloir développer autour de cette question. Donc sur cette question des productions architecturales et urbaines des 19e et 20e siècles, évidemment, il est clair que, pas uniquement à Alger, mais dans de nombreuses villes algériennes, il y a une présence très importante de cet héritage. Et aujourd'hui, la question se pose, que doit-on en faire ? Une partie de cet héritage commence à souffrir un peu de problèmes de vétusté, de dégradation, etc. Donc il y a clairement une nécessité de mettre en place soit une politique, soit des actions pour le maintenir encore en place, et surtout pour le sauvegarder. Et les questions qui se posent aussi bien au niveau des autorités qu'au niveau de la société civile, c'est quels sont les moyens à mettre en œuvre et que doit-on faire pour justement donner à ce patrimoine la place qui lui revient. Bon, il est clair que du point de vue institutionnel, en termes de protection, les accents sont assez timides, bien qu'on ait commencé à classer quand même quelques édifices appartenant à cette période, mais beaucoup de choses restent à faire. Donc je crois qu'on reviendra plus en détail sur ces questions par la suite, et je donne la parole donc à Samy. Bonjour. Donc moi, mon histoire avec le 19e et le 20e siècle, c'est lié à ma formation d'architecte qui s'est déroulée à Constantine entre 85 et 90, où je suis resté frustré parce qu'on ne m'a pas donné un aperçu sur cet héritage architectural et urbain. À l'époque, on étudiait les boulevards haussmanniens de Paris, mais on n'étudie pas l'architecture en Algérie. Donc, dès que j'ai eu l'occasion, dans mon département à Bdjeya, j'ai saisi l'occasion
Et je me suis lancé dans la recherche et dans la préparation de ce cours, sachant que pour ma thèse de doctorat, j'ai fait le grand écart, j'ai travaillé sur la prospective urbaine en Occident. Donc c'est par simple curiosité. Retour aux sources quand même. En quelque sorte, oui. Voilà. Claudine. Oui, alors moi effectivement, je viens d'une formation donc urbaniste de l'État, donc architecte spécialiste dans le patrimoine et le patrimoine français. Et donc je commençais à m'intéresser en fait à la rive sud de la Méditerranée à travers effectivement une expérience en Égypte, qui était une expérience de protection d'ensembles urbains. Et puis ensuite donc à Héliopolis, dans un quartier du Caire. Et puis ensuite, donc, je me suis plus intéressée aux villes du canal de Suez. Et effectivement, là, la démarche a un peu changé, puisque je me suis plus intéressée à l'histoire de ces villes, en fait, et avec, surtout en essayant de travailler à la fois sur le terrain et à la fois dans des archives. Donc c'est en croisant archives et terrain que j'ai essayé de développer, enfin en tous les cas, d'avoir une nouvelle vision de cette architecture. Et donc en plus, c'est en continuant le parcours, j'allais dire le long du littoral méditerranéen, que, bon, à l'occasion de projets internationaux, donc j'ai fait la connaissance de Boussad, et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je suis arrivée à m'intéresser au patrimoine d'Alger, et essentiellement aussi dans une perspective de documentation historique, c'est-à-dire en croisant le terrain et les recherches archivistiques. Et je pense qu'on reviendra sur la question des archives et des sources pour documenter cette architecture un petit peu plus tard. Oui, absolument. Je crois que c'est très important de parler de ces histoires de sources, parce que c'est aussi, d'une certaine manière, en renouvelant les sources de cette connaissance, qu'on se rend compte que finalement, il y a peut-être à déplacer un peu le curseur dans la manière dont on considère cette architecture, puisque souvent, je dirais, de manière générale, on a fait beaucoup, et c'est d'ailleurs la difficulté de ce patrimoine-là, l'équation coloniale, domination coloniale, architecture équivalente de cette domination coloniale. On se rend compte que c'est plus compliqué que ça, que les acteurs sont plus divers, qu'ils sont... il y a aussi des acteurs privés, il y a aussi des acteurs non français, et que ça fait partie aussi de cette architecture qu'on nomme coloniale, entre guillemets. Donc ça sera ma deuxième, évidemment, question. On sait qu'architecture coloniale, pour nous, c'est une désignation, pour nous, Français, c'est une désignation qu'on emploie faute de mieux, et voilà, parce qu'elle est commode et on n'y réfléchit pas plus que ça. Et Samy l'a bien dit, et ça c'est vraiment important de le noter, une des raisons, une des difficultés de la connaissance de cette architecture-là, c'est qu'elle a été, dans le canon de l'histoire de l'architecture, absente, hein, c'est-à-dire que le mouvement moderne, à part le plan obus, et à part quelques grands gestes architecturaux, l'espace colonial était absent de l'histoire de l'architecture moderne, donc on n'avait même pas les outils et même pas la possibilité de l'étudier d'une certaine manière, parce que c'était rien, en gros. Et donc, bon, nous, architecture coloniale, voilà, mais alors dès qu'on traduit en arabe, c'est pas possible. Déjà, donc, on a un problème de désignation, évidemment, de cet objet. Je ne sais pas si on trouvera la réponse, mais je pense que c'est important que chacun des intervenants, chacun d'ailleurs a une opinion pas nécessaire, voilà, sur les questions, s'exprime sur cette question de dénomination, parce que je veux dire, travailler sur quelque chose, c'est aussi le nommer, c'est pouvoir le nommer. Tout à fait, oui. Non, effectivement, l'appellation architecture coloniale, nous la trouvons surtout utilisée chez les auteurs français, dans les travaux de chercheurs français. Elle n'est pas utilisée en Algérie en tant que telle. En fait, il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, l'histoire, comme toutes les sciences humaines et sociales en Algérie, sont enseignées en langue arabe. Et donc, lorsqu'on veut désigner une production intellectuelle, culturelle liée au 19e et 20e siècle, on ne dit pas architecture coloniale, on ne dit pas culture coloniale, on dit architecture française plutôt. D'ailleurs, en arabe, on dit c'est l'architecture libnaouha al-Gwer ou bien Nsara. Donc,
Nsara qui veut dire européen au sens plus large, Gawar également qui veut dire européen au sens large du terme, mais l'appellation architecture coloniale, elle est déjà une construction un peu plus intellectuelle qu'on trouve dans les travaux effectivement d'érudits ou de chercheurs européens. Alors, juste un mot quand même, c'est que dans les sphères aujourd'hui de l'enseignement et de la recherche en architecture, et c'est volontaire, nous ne voulons pas la nommer architecture coloniale pour dépassionner définitivement le débat autour de cette production, évidemment, parce que si les politiques s'en mêlent, on est mal parti, parce que l'histoire est encore douloureuse, qu'elle est encore épineuse, et que forcément l'architecture coloniale, même si c'est un butin de guerre, quelqu'un l'a dit avant moi. Je l'ai entendu, oui. Elle est quand même, oui, absolument, elle est quand même liée à la colonisation et à l'histoire événementielle douloureuse. Alors, pour dépassionner les débats, en tout cas au niveau de l'université, nous préférons la situer dans un axe chronologique et dire que c'est une architecture du 19e et 20e siècle. Si on a envie de dire que c'est une architecture française, bon, on tolère aussi cette appellation, mais il vaut mieux dépassionner le débat pour la regarder plus sereinement dans le concert de l'architecture universelle. Voilà, c'est vraiment l'astuce que nous avons trouvée. Alors, les politiques, c'est une autre chose. Je crois que les politiques n'étaient même pas conscients réellement qu'il y avait là un héritage, un patrimoine. J'y reviendrai tout à l'heure à propos des actions récentes qui sont menées par la wilaya d'Alger pour conserver tout ce patrimoine. Et vous allez voir que eux aussi font leur cheminement pour l'acceptation de cette part de paysage qu'ils commencent à peine à considérer comme un patrimoine à conserver. Voilà. Donc, architecture des Français, des Gawar, des Nsara, mais pas architecture coloniale. Ça, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas nous. Boussade. Okay. Moi, je rejoins un peu ce que vient de dire Nabila. Et ce qui est révélateur, c'est que vous savez qu'en Algérie, il y a maintenant l'enseignement en architecture a intégré le système LMD, un peu comme en France. Et dans le cadre de la réforme des programmes, il y a une matière qui, dans le corpus des enseignements destinés à l'histoire de l'architecture, qui concerne justement cette période coloniale, qu'on appelle tout simplement architecture et urbanisme des 19e et 20e siècles. Donc là, c'est pour revenir à ce que tu disais, donc ça confirme effectivement cette volonté d'aller plus loin, d'aller au-delà, plutôt que de rester autour d'un terme qui peut supposer des préjugés ou autre chose. Donc maintenant, pour aller plus loin, c'est clair qu'il faut faire maintenant une histoire dépassionnée par rapport à un passé colonial. D'ailleurs, Georges Ballandier, je crois, disait qu'il parlait d'architecture plutôt en situation coloniale, pour être plus précis. D'autres auteurs aussi ont soulevé cet aspect parce qu'ils ont très, très vite pris conscience qu'il fallait faire un peu la part des choses entre l'occupation, entre la période coloniale avec tout ce que ça induit, l'histoire événementielle, voilà, par rapport à l'histoire, comme tu l'as dit tout à l'heure, et la production architecturale qui a été justement qui a émergé durant cette période. Donc ce sont peut-être deux choses pas différentes, on va dire, qui sont liées, mais qu'il faut arriver à dissocier pour mieux les comprendre. Voilà, pour mieux les appréhender. Maintenant, du point de vue de la réception, je crois que socialement parlant, cette architecture est acceptée en tant que telle. Elle est même appréciée en tant qu'héritage, patrimoine ou autre. Donc aujourd'hui, si peut-être au niveau des instances politiques, il y a une certaine, on va dire, tiédeur, une certaine distance par rapport à l'affirmation de ce patrimoine comme étant un patrimoine, je crois que socialement parlant, il est admis que cette architecture fait partie aujourd'hui de nos paysages urbains à travers tout le territoire national. Donc je pense qu'on a suffisamment dépassé à ce stade, à mon sens, le problème qui se pose par rapport au passé colonial. Donc, bon, maintenant, il y a un autre aspect, c'est que nos étudiants, et ça on en reparlera plus tard, je vais pas, voilà, dans l'enseignement, tous les étudiants qui sont en architecture, tous les étudiants d'une façon générale, sont bien entendu, sont nés bien après l'indépendance de l'Algérie. Donc leur rapport à l'histoire est différent. Et ça c'est important à mon sens, pour mieux comprendre un peu cette question de réception de cette architecture coloniale, entre guillemets. Voilà. Ça a mis un peu de contradiction quand même. Oui. Alors,
Moi, c'est pas pour dépassionner l'histoire, c'est pas mon objectif. Et puis, c'est pas pour la provoque. Moi, je l'appelle tout simplement, je suis assez pragmatique, vous allez voir, je l'appelle l'architecture algérienne du 19e et 20e siècle. Pourquoi ? Tout simplement, elle est liée. Si vous visitez un jour l'Algérie, du nord au sud, vous allez voir que les structures urbaines réalisées au 19e et au 20e siècle sont très liées au climat, aux sites d'accueil, aux cultures locales. Tout ça fait de cette architecture une architecture algérienne. Autre chose, chaque ville, par exemple, moi je travaille sur Bjeya, à 100 mètres sur les hauts plateaux, il y a Sétif, et c'est une autre structure. Donc chaque ville a une histoire propre à elle. Et donc, ce qui me pousse à choisir cette appellation, architecture algérienne. Aussi, quelque part, c'est aussi pour me faciliter les choses. Moi, pourquoi, de quel droit j'appelle cette architecture architecture coloniale, et pourquoi je n'appelle pas les villes antiques du 1er ou 2e siècle villes coloniales aussi? Pourquoi ces villes font partie du patrimoine algérien et pas la ville du 19e siècle? C'est ça aussi dépassionner l'histoire, c'est presque, je ne sais pas si le mot convient, aligner tout. Pourquoi simple, une ville du 11e ou 12e siècle construite par les Arabes, les musulmans de l'époque, pourquoi c'est pas colonial? Pourquoi? Et du coup, moi, pour simplifier, pour moi et pour mes étudiants, c'est question de siècle. Donc, l'architecture algérienne du 5e siècle, 10e siècle, 19e, 20e siècle. Et c'est plus clair et plus facile, plus accessible. Et c'est déjà dépassionné largement. Samy, je peux abonder juste un petit mot. Oui. Là, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est vrai que 130 ans de présence française, qu'est-ce que c'est devant 350 ans de présence ottomane, par exemple? Or, il ne viendrait jamais à l'esprit à un de nos politiques ou à quiconque de parler de période coloniale quand on parle de la période ottomane. Donc voilà, tout simplement. Donc là, oui, quelque part, il faut dépassionner l'histoire. Oui. Claudine, de l'histoire, encore de l'histoire, oui, et toujours de l'histoire. Non, j'ai pas beaucoup de. Je vais pas prendre parti sur une appellation. Juste comme ça, à titre d'exemple, c'est vrai que l'architecture, par exemple, des villes du canal de Suez, on ne peut pas l'appeler architecture coloniale, puisque en tous les cas, l'Égypte n'était pas sous domination française, en tout cas à cette époque. Et effectivement, on peut trouver des liens avec l'architecture qu'on trouve à Alger. Donc moi, je partage tout à fait l'avis de Samy. C'est avant tout de l'architecture algérienne. Et alors, en revanche, c'est vrai que dans la rue, on en a beaucoup fait de terrain, on a beaucoup enquêté avec mes collègues, parce que je ne suis pas tout seul à travailler sur ce projet. Et sur le terrain, les gens nous disent « tout ça, c'est français ». Donc effectivement, eux, appellent ça l'architecture française. Et en même temps, pour abonder d'une certaine manière dans ce sens-là et revenir un peu à des questions d'historiographie, en même temps, dès qu'on parle des villes du canal de Suez en Égypte, spontanément, les gens qui n'y connaissent rien, ou en tout cas qui ne connaissent pas bien, ils disent « Ah, ben c'est des villes britanniques ». Et alors britannique, pourquoi? Parce qu'il y avait une occupation britannique du pays. Certes, il y avait une occupation britannique du pays, mais en l'occurrence là, c'était une concession française et dont l'essentiel de la, enfin voilà, je veux dire, où l'essentiel des cadres était français et l'essentiel des ouvriers était égyptien, et les Anglais n'avaient rien à faire dans l'histoire. C'est pas parce que ils occupaient militairement le pays que c'est eux qui ont construit cette ville-là. Donc je pense qu'on a aussi des espèces de schèmes comme ça interprétatifs, où on a des espèces d'équations faciles. Voilà, on réfléchit pas plus que ça, on se dit voilà, on fait notre petite cartographie structuraliste là, et on se dit bah voilà, c'est occupation britannique, donc c'est une ville britannique. Bah non, c'est plus compliqué que ça, et je crois que c'est aussi ça que nous apprend l'histoire, c'est que finalement ce qu'on croit être français, ce qu'on croit être britannique se révèle tout à fait autre chose. En Égypte, ce qui est très frappant, c'est évidemment le rôle des communautés, en particulier par exemple les Maltais, etc. Les Britanniques en fait étaient des Maltais, ou voilà,
les Ottomans en fait étaient grecs, les sujets locaux étaient en fait grecs, et je pense qu'en Algérie, on trouve aussi un petit peu... D'ailleurs, en Algérie, on peut dire aussi que les Français étaient espagnols, ou étaient italiens, ou étaient maltais aussi. Ce sont des Européens, de manière générale, qui sont arrivés par la colonisation, et donc c'est vrai que le mot Gawer, d'ailleurs, veut dire plutôt européen, dans le sens... l'enseignement. Donc peut-être pour continuer la conversation, c'était la question effectivement, donc comme vous l'avez un petit peu abordé déjà, comment on enseigne cette architecture et comment on l'étudie. Alors là, c'est pas simple parce que pour le coup, l'histoire fait que les archives sont dispersées ou qu'elles sont partagées, ou pas partagées, qu'elles devraient être partageables et qu'elles ne le sont pas nécessairement. Donc est-ce que vous voulez parler un peu de ça, à la fois de l'enseignement. Oui, de l'enseignement. En fait, aussi paradoxalement que cela puisse paraître, l'enseignement de l'architecture du 19e et 20e siècle en Algérie est un fait assez récent. Nous présents, tous les trois, je pense, dans nos cursus, début des années 80, en tout cas dans la décennie des années 80, il n'y a jamais eu dans les écoles, les départements d'architecture, d'enseignement de l'architecture 19e et 20e siècle algérienne. Alors, cela s'explique, entre autres, ça n'est pas du tout du fait des idéologies politiques ou des injonctions d'un pouvoir ou d'une tutelle qui demande à ce qu'on n'enseigne pas telle ou telle période. C'est l'histoire même des programmes et l'histoire même de la formation dans les écoles d'architecture qui, au départ, ce module-là, cette matière-là, a été confiée à des coopérants italiens, en l'occurrence. C'est la faute des Italiens. Donc, ils ont enseigné l'histoire de l'architecture et on les a laissés libres de confectionner les programmes qu'ils voulaient et naturellement, ils allaient vers les choses qui les intéressaient. D'abord l'architecture antique. Donc voilà, on a reçu quand même une dose d'enseignement sur Rome et toutes les colonies romaines en Algérie. Donc on connaît relativement bien notre patrimoine romain. Deuxième centre d'intérêt pour ces enseignants italiens, l'architecture vernaculaire, la Casbah, les Rsours du Sud et ainsi de suite. Mais les Italiens, ça ne leur est pas venu à l'idée d'enseigner l'architecture française 19e, 20e siècle, en tout cas de la période du 19e et du 20e siècle. Donc, voilà, donc ça peut s'expliquer par cela. Alors, donc nous n'avons pas eu d'enseignement de l'architecture 19e, 20e siècle en Algérie, si ce n'est, en tout cas dans le cours d'histoire d'architecture, l'histoire d'architecture est appréhendée dans une chronologie mondiale et globale. Alors on va de la Mésopotamie jusqu'aux temps modernes, mais c'est les temps modernes européens. Donc on oublie que l'Algérie existait, ou en tout cas le Maghreb ou la rive sud de la Méditerranée existait au 19e et 20e siècle. Donc ça ne s'est pas fait. Alors, la réforme du LMD est peut-être juste un petit peu avant. On a commencé à s'intéresser à la notion de patrimoine et cheminer dans l'esprit des gens l'idée que la période française, l'architecture française pouvait être aussi considérée comme un patrimoine. Et là, se sont mis en place donc un cours d'enseignement de l'histoire de l'architecture qui, bien sûr, a pour but de donner à des architectes en formation les clés de lecture et de compréhension d'une architecture, mais avec un objectif particulier, celui de les aider à projeter et à construire et à intervenir dans les friches. En général, les terrains d'études sont toujours des friches à l'intérieur de ces villes françaises. Donc l'objectif n'était pas là aussi encore, au début de la construction de ces cours, d'enseigner l'histoire de ces architectures, mais plutôt déceler les enseignements que ces architectures-là et ces villes du 19e et 20e siècle pouvaient, les enseignements qui pouvaient être, appréhendés pour le projet d'architecture ou pour le projet de planification urbaine. En fait, les productions architecturales et urbaines du 19e et 20e siècle étaient prises comme modèle qui consistait à dire le savoir-faire la ville est dans l'architecture française et dans la ville française. Alors c'est relatif comme jugement, parce que nous avons depuis l'indépendance produit des villes hideuses. Nous n'avons pas produit de villes en réalité, nous avons produit du logement, de l'habitat, donc on a saupoudré le territoire de nos banlieues avec des bâtiments où les gens habitent, mais nous n'avons plus construit la ville, c'est-à-dire le rapport de l'architecture à l'urbain, la création de l'espace
espace urbain qui est un lieu où la société peut s'exprimer, où elle vit. Ça, on n'a pas su le faire. Donc, si vous voulez, les étudiants d'architecture se sont approprier la ville française et l'architecture française parce qu'elle leur donnait les outils pour intervenir, pour construire, pour projeter. Donc elle est prise réellement comme modèle d'enseignement. Voilà. Alors après, il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans ces enseignements-là, et c'est des enseignements qui ne sont pas forcément donnés dans un cours magistral en histoire de l'architecture, ce sont des enseignements qui sont donnés dans l'atelier, dans l'enseignement de l'atelier ou du projet d'architecture. Il y a une différence. Dans une école d'architecture, vous avez les cours magistraux, ce qu'on appelle les modules d'appoint à la formation ou d'apport à la formation, et entre autres, on trouvera les modules d'histoire d'architecture, et vous avez ce qui occupe l'axe central de la formation des architectes, c'est ce qu'on appelle l'atelier d'architecture ou l'atelier d'urbanisme. Eh bien, les cours sur la ville et l'architecture du 19e siècle sont donnés dans l'atelier d'architecture parce qu'ils ce sont des cas d'école qui sont expliqués et voilà. Donc c'est quand même important de noter cela. Je ne sais pas si l'expérience est la même pour... Oui, effectivement, je crois qu'il y a des similitudes, parce que c'est vrai qu'avec la réforme des programmes, comme tu viens de le dire, on enseigne maintenant l'histoire du patrimoine, l'histoire de l'architecture 19e et 20e siècle. Donc c'est clair qu'il y a un passage vers quelque chose de nouveau et les étudiants commencent à assimiler, et même bien avant, commencent à assimiler cet héritage comme étant un patrimoine. Et les travaux qui sont en train de se faire, notamment pour la préparation des diplômes de fin d'année, pour le mémoire master, beaucoup se focalisent sur soit les tissus urbains, donc relativement récents, 19e, 20e, soit sur des projets de friches industrielles, par exemple, soit sur des projets de friches ou d'immeubles anciens à réhabiliter. Donc il y a un souci particulier qui se développe par rapport à cette architecture, et on a envie d'apporter quelque chose de nouveau et de démontrer surtout qu'en plus du fait d'être là, cet héritage est aussi un patrimoine. Donc c'est quelque part une forme de mise en valeur à travers leur projet. Donc il y a ce regain d'intérêt vers l'architecture française. Alors je ne sais pas si tu vas partager cette idée avec moi. J'ai fait un petit sondage sur un amphithéâtre de à peu près 180 étudiants et je leur ai posé la question qu'est-ce que c'était pour eux architecture française ou coloniale. J'ai utilisé toute la panoplie des termes qui concernent cette architecture. Alors, le résultat est surprenant. Ils appelleraient bien volontiers architecture coloniale toutes les architectures du 19e siècle jusqu'à la fin des architectures de style historiciste, éclectique, classique. Dès qu'on aborde l'architecture moderne, les grandes figures de la modernité, l'école corbusienne, Pouillon et autres, qui sont aussi des architectures conçues en période coloniale, ben, paradoxalement, là pour eux, pas du tout. C'est totalement, ils se sont totalement appropriés ces architectures, peut-être parce qu'elles montrent les mêmes signes et les mêmes formes que ce qui a été produit après l'indépendance. Donc il y a une continuité qui s'est établie, et donc on admet volontiers que l'aérohabitat, qui est une des œuvres phares de l'école corbusienne, ben après tout, c'est une architecture algérienne. Elle est totalement assimilée. Alors je ne sais pas si tu as eu cette expérience-là, en tout cas la distinction est énorme. Et toute l'architecture du 19e siècle, avec les statues, les sculptures, ben ça c'est plus européen, c'est plus lié à la métropole, et c'est donc plus lié au style du vainqueur, comme le dit François Béguin, donc le style de la colonisation. Et l'architecture moderne, ben non, elle est totalement appropriée. Samy, peut-être un mot sur les représentations des étudiants. Oui, moi chaque année je fais un questionnaire, vous allez voir, mais avant j'aimerais bien, moi je suis différent de mes collègues, je suis mais pas c'est dans bien, on a le droit. Hein. Je suis pas dans une optique de patrimoine, moi je fais de l'histoire de l'architecture, donc j'essaie d'expliquer les phénomènes historiques et comment les Français, ils ont façonné notre territoire, soit à l'échelle du territoire, soit les centres de colonisation, soit les centres urbains. Et donc, mon travail, je ne prononce jamais le mot patrimoine pour vous dire. Ça ne veut pas dire que je suis contre la sauvegarde de cette architecture, mais ma démarche,
elle est beaucoup plus axée sur l'histoire. Donc moi, dans ma région, Bjaya, c'est la Kabylie orientale, on n'a pas de livres, on n'a rien sur cette époque-là, et j'ai trouvé que la meilleure façon de travailler avec les étudiants, c'est de les pousser à aller sur terrain, à faire des relevés. Donc chaque année, chaque étudiant, il choisit un bâtiment, laid, beau, on s'en fout. L'essentiel, c'est que à force de travailler pendant 3 mois sur ce bâtiment, donc quelque part, il va être sensible à cette architecture. Rien que cette année, par exemple, j'ai poussé mes étudiants à travailler sur le fer forgé des balcons, à travailler sur les carreaux de ciment, à travailler sur la céramique sur des façades. Et donc, l'étudiant, quelque part, quand il passe 3-4 mois à dessiner et à redessiner les relevés, quelque part, oui, il devient sensible à cette architecture. Concernant les questionnaires, moi, il y a 3 ans, j'ai posé une question, faut-il sauvegarder cet héritage architectural? J'avais 35 étudiants en Master 1. Sur 35, un seul, il m'a dit qu'il faut finir, il faut tout raser, il faut finir avec les traces du bourreau. Le reste, la majorité, les 34, ils ont tous développé un argument comme quoi cette architecture, elle est habitée déjà, donc on l'utilise aujourd'hui. Donc pour nos besoins d'aujourd'hui, elle est utile, elle est belle. Donc il y a tous les facteurs qui ont poussé les étudiants, et c'est la majorité. Depuis 4 ans, chaque fois, je leur dis, est-ce qu'on peut s'identifier à cette architecture? Et là, je ne vous cache pas, à 98%, ils me disent non. Ça, c'est pas la nôtre. C'est vrai. On peut la sauvegarder, on peut la garder. C'est une architecture intéressante, mais c'est pas la nôtre. Mais Samy, donc là, tu as raison. Samy, il y avait aussi, pardon Nabila, je vous coupe parce qu'il y avait aussi cette anecdote concernant les centres de torture, c'est-à-dire que la représentation commune, c'était que l'architecture coloniale, c'est des centres de torture, mais à Béjaïa, il ne peut pas y avoir eu 240 centres de torture quand même. Mais parce que mes étudiants, quand ils partent dans les villages, dans les anciens centres de colonisation, quand ils travaillent par exemple sur des équipements, des écoles et tout, des fois on n'a aucun document. Donc une fois qu'ils terminent le relevé, je leur demande de faire une description et un historique du bâtiment. Et des fois, pour faire l'historique, ils font des entretiens avec les habitants. Et des fois, je ne sais pas si c'est vrai ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, chaque fois qu'il y a une école, ça c'est à travailler dans l'histoire, chaque fois qu'il y a une école, ils me disent c'était un centre de torture. Non, mais c'est intéressant. Oui, donc je ne sais pas, voilà. D'ailleurs, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est-à-dire, tout dépend après, lorsque le bâtiment est classé, et parfois c'est le cas, du critère de classement. Il y a du patrimoine 19e, surtout 20e siècle, qui est classé parce que la maison des 22, parce que c'était le lieu où se regroupaient les toujours résistants lié à algériens. l'histoire coloniale, voilà, toujours lié à l'histoire contemporaine, soit de la guerre, cas, oui. soit de la colonisation ou autre. Donc il y a des critères de classement, donc où là il faudrait faire un peu la part des choses, où on ne classe pas parce que c'est du XXe siècle. C'est le mémorial. Mais c'est le mémorial qui compte, comme le classement de certains pénitenciers, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple avec le classement relativement récent de la Grande Pose des galeries algériennes, qui est donc dans un style purement néo-mauresque. Mais ça, c'est le néo-mauresque. Donc voilà. ça, on peut peut-être s'identifier au néo-mauresque. Voilà. Donc là, il y a peut-être un double langage, bien que le néo-mauresque avait quand même une idéologie purement coloniale. Purement coloniale. Voilà. Mais on l'accepte probablement plus facilement au niveau institutionnel comme étant du patrimoine, alors que c'est aussi du patrimoine colonial. Voilà. Et Claudine, oui, moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Nabila sur l'acceptation du patrimoine des années 50 par rapport au patrimoine du 19e. Alors effectivement, nous, quand on a commencé à travailler, donc à faire nos enquêtes,
et à faire aussi beaucoup de bibliographie. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'études sur justement le patrimoine des années 50, toutes les expériences des grands ensembles, etc. D'ailleurs, on dit que les grands ensembles sont issus des expériences, enfin les grands ensembles en France sont issus des expériences faites en Algérie. Le laboratoire colonial, enfin, voilà. C'est la métaphore du laboratoire. Et en revanche, on n'a pratiquement aucune étude sur le 19e siècle. Donc le 19e siècle n'a pas intéressé non plus les historiens de l'architecture, mais je pense que c'est aussi lié parce que le 19e, en général, n'intéresse pas les historiens de l'architecture, qui préfèrent l'architecture art déco ou l'architecture moderne. Donc, effectivement, alors c'est peut-être aussi pour ça que les étudiants sont aussi moins intéressés par l'architecture du 19e, parce qu'ils n'ont pas toutes ces références bibliographiques à leur disposition. Toute cette glorification du mouvement moderne aussi. Voilà. Donc, tout à fait. Oui. Donc effectivement, là le travail sur Alger, nous, au contraire, on a décidé de s'intéresser particulièrement à cette architecture du 19e siècle, qui est effectivement très intéressante, parce qu'elle est finalement très différente de celle qu'on produit à la même époque en métropole, avec beaucoup de variations, des choses qui justement n'ont pas été étudiées. Naples, le modèle napolitain. Par exemple, avec des influences effectivement espagnoles ou italiennes, qui sont très intéressantes. Samy veut dire quelque chose. Alors, moi je crois, l'explication, elle existe aussi en France, c'est les styles à façade, ça veut dire l'art nouveau, le néoclassique et tout. Je crois même dans les écoles d'architecture en France, on ne s'intéresse pas vraiment, même l'art déco, c'est que récemment qu'on commence à s'intéresser à ce style. Et je crois qu'on a focalisé dans les départements d'architecture sur le mouvement moderne parce qu'il a chamboulé l'espace, il a décortiqué un peu tous l'îlot traditionnel et tout. Et donc, c'est cette originalité qui a été mise en valeur. Et les styles que j'appelle moi, oui, les styles, le maquillage là, de la façade, on ne s'est jamais intéressé parce qu'ils n'étaient pas révolutionnaires. Et c'est que maintenant, je crois même en France, c'est maintenant qu'on commence à s'intéresser. En France, c'est François Loyer, la grande étude, c'est les années, le mi-temps des années 80 sur l'architecture urbaine. C'est toute la redécouverte de l'architecture urbaine, de l'îlot à la barre, etc. L'architecture insérée dans la ville et plus comme une espèce d'objet posé là. Oui, bien sûr, c'est aussi extraordinairement... Donc, paradoxalement, c'est dans le 19e siècle, en tout cas pour les enseignants qui enseignent le projet d'architecture urbaine, parce qu'on ne fait pas un objet dans l'absolu, c'est pas paradoxalement dans le 19e siècle quand même qu'on a les meilleurs exemples de l'adéquation architecture et ville. Or, notre plus grande faillite dans l'Algérie post-indépendance, c'est qu'on a peut-être produit quelques objets exceptionnels sur le plan de l'architecture, mais on n'a pas su refaire la ville, celle qui crée du lien social, celle qui établit des hiérarchies dans les espaces publics, celle qui crée la rue, celle qui crée la place, celle qui crée le jardin, celle qui crée en somme toute une armature d'ordre. Et donc ce que l'on aime et ce que l'on aime à montrer dans la ville du 19e siècle, c'est justement toutes ces dimensions-là que le mouvement moderne et l'architecture moderne n'ont pas produit. On reste très critique quand même vis-à-vis des bars et des productions du mouvement moderne, parce que si peut-être il y a des avancées sur le plan du fonctionnement de la cellule, du logement, et on peut en discuter encore, hein, mais en revanche, la création de la ville n'existe pas. Ce sont des ensembles qui sont saupoudrés. Un dernier mot aussi qui me semble être important, on est quand même très critique et on le sait bien, même si aujourd'hui on voit la ville française avec des yeux admiratifs comparativement à ce qu'on ne sait plus faire, on est quand même tous conscients et on attire l'attention des architectes, des jeunes architectes, que le modèle, par exemple pour parler simplement du logement, de l'habiter, le modèle à l'intérieur de ces îlots et ces immeubles de rapport ne convient pas du tout à nos usages. Il ne convient pas complètement, en tout cas, à nos usages et à nos pratiques de l'espace. Les balcons ne sont pas utilisés, on a besoin de cours intérieurs, donc il y a toute une recherche à appréhender par rapport à l'espace domestique. On le sait bien, l'immeuble de rapport, il est très beau, c'est un bel objet qui fait la ville, mais dans l'usage et les fonctionnalités qu'il propose par rapport à la fonction, par exemple, domestique, elles restent très discutées et l'on voudrait dire à nos
étudiants que nous devons changer et nous devons chercher les modèles les plus appropriés à nos usages. Le couloir, les chambres, les pièces en enfilade à la Versailles, au modèle de Versailles ne peut pas convenir à nos usages et à nos pratiques de l'espace. Donc effectivement, ça, c'est un débat que nous avons avec nos étudiants. Moi, je voulais rajouter quelque chose sur la question du 19e siècle, tu en parlais tout à l'heure. Alors, beaucoup d'auteurs parlent d'architecture importée, notamment pour la période 19e siècle, parce qu'on est effectivement dans des modèles qui sont calqués sur les modèles parisiens, métropolitains d'une façon générale. On retrouve vraiment le même style architectural, les mêmes composantes, les mêmes éléments de structure, etc. À partir du tournant du siècle, notamment avec Jonard et l'avènement du néo-mauresque, c'est vrai que là, on sent qu'on est en train de basculer vers une forme de production architecturale qui s'est un peu laissée infiltrer par les particularismes locaux, par la culture locale, notamment après les grandes orientations du gouverneur Jonard. Et le XXe siècle est plus dans une forme de production mixte ou métissée, alors que le XIXe est peut-être resté un peu en l'état comme une importation métropolitaine, effectivement. Donc peut-être que ça pourrait expliquer, c'est juste une lecture que je suis en train d'en faire, le pourquoi un peu de ce que tu disais tout à l'heure. Le 19e c'est français, le 20e c'est plus, voilà, c'est à tout le monde. C'est moderne. Et avec le mouvement moderne, un peu les protagonistes du mouvement moderne au niveau local étaient aussi, pour certains, pas tous, assez soucieux un peu d'une forme d'intégration de la tradition, des particularismes locaux dans la production architecturale, notamment avec Simounet et beaucoup d'autres architectes. Pouillon. Alors Pouillon, est-ce que c'est de l'architecture algérienne ou pas? Claudine. Je rajouterais aussi que les grands programmes des années 50 sont des programmes donc d'État, alors que les grosses productions du 19e siècle sont des productions de spéculation immobilière faites par des privés. Donc on a deux systèmes complètement différents. La recherche. La recherche. Un petit mot quand même sur la recherche, oui, parce qu'elle est récente en Algérie. La recherche, en tout cas, sur ce patrimoine. Et puis, est-ce qu'on peut l'appeler patrimoine? Quelles sont les formes d'appropriation? Quel type de mémoire il nous oppose? Et ainsi de suite. Alors, sur une quinzaine d'années, j'ai fait un petit sondage sur les sujets, les thématiques de recherche liées à cette architecture. D'abord, ce qui est incroyable, c'est qu'on a plus de recherches sur l'architecture et l'urbanisme du 19e et 20e siècle que sur l'architecture et les villes antérieures à l'arrivée des Français. Premier constat. C'est quand même, là on peut s'interroger. Alors ensuite, à l'intérieur de ce lot, Claudine l'a très bien dit, je pense aussi Samy, on a plus travaillé sur l'architecture moderne que sur l'architecture du 19e siècle. Donc en gros, aujourd'hui, on a un déficit énorme en connaissances qu'on est en train d'essayer de rattraper. Donc on a engagé aujourd'hui beaucoup de monographies sur des immeubles, sur des architectes, des groupes d'architectes, des écoles de pensée, voilà. Et ça date, on va dire, de 4-5 ans, pas plus en tout cas, en ce qui concerne les pots. Pas plus en termes de recherche. Et puis quand même avec une difficulté d'accéder aux sources. Enfin voilà, ça, voilà. Peut-être oui. Claudine, tu veux dire quelque chose oui, par rapport à ça. Donc c'est vrai que là, nous, on a de la chance de bénéficier d'un programme européen pour travailler justement sur ces sources dispersées. Donc, ils sont dispersés entre la France et l'Algérie, qui, en France, sont très dispersés dans différents centres d'archives, et puis sont aussi aux mains des collections privées, tout simplement. Donc, on essaie aujourd'hui, donc, à travers ce programme européen, avec des collègues italiens, donc algériens et espagnols, de proposer une mise en commun de ces données qui seront mises donc, en ligne sur le web, de façon à ce que tout le monde y ait accès des deux côtés de la Méditerranée. Et je voulais aussi dire que de plus en plus, la Bibliothèque nationale de France met en ligne
des documents très intéressants pour documenter l'architecture en Algérie, notamment pour Alger, le bulletin municipal de la ville d'Alger, qui est une source extraordinaire pour documenter l'architecture. Récemment, ils ont commencé à mettre en chantier aussi en ligne une revue qui s'appelle Chantier Nord-Africain, qui va aussi ouvrir de nouvelles perspectives. Et donc je crois que là, on est prêt, en tous les cas, on accède à une documentation qui va permettre de travailler, de lancer plein de programmes de recherche sur l'architecture de cette période. Alors que ce n'était pas le cas jusqu'à très récemment. Enfin, on était toujours, le plan Obud, Le Corbusier, en gros, dès que, voilà, à part ça, et puis les 3 documents et demi qui étaient, ou un peu plus, qui étaient aux archives d'architecture du XXe siècle à Paris. Et puis c'est quand même paradoxal, et je crois que c'est encore peut-être le cas, que finalement, quand nous sommes sollicités par des étudiants algériens qui travaillent sur Alger ou d'autres villes algériennes, c'est d'abord en France qu'ils viennent chercher la documentation. Alors que certes les archives ont été partagées, mais l'essentiel est quand même resté en Algérie, en tout cas pour l'échelle municipale, régionale, etc. Donc voilà, peut-être que là il y aurait quelque chose sur lequel il faudrait pouvoir au fur et à mesure agir, parce que pour les étudiants c'est quand même important d'avoir des documents sur lesquels travailler, pas seulement le terrain, même si le terrain c'est très important, mais croiser terrain et documents c'est vraiment très important. Bon, moi je voulais juste rajouter un petit truc sur le croisement des archives qui est très important, parce que il y a des archives des deux côtés. On a commencé à prendre conscience de cette question, notamment avec le lancement du projet Patrimoine partagé, qu'on a eu le plaisir de partager. Donc il y a quand même maintenant une dizaine d'années en arrière, et ça a permis pardon 15 maintenant, et ça a permis de mettre en place ou alors ça a permis de prendre connaissance en fait de l'ampleur du projet, et là c'est très positif, parce qu'on a pu identifier côté algérien les centres qui étaient susceptibles d'avoir des archives, les lieux, les bibliothèques et centres de recherche, etc., qui pouvaient renseigner et documenter l'architecture 19e, 20e. Donc ça, c'était déjà un premier jalon, je pense. Donc c'est bien de faire un petit retour sur les projets antérieurs. Samy. Oui, moi je ne sais pas si avec mes étudiants on fait de la recherche ou non. Mais en tout cas, je trouve aussi le travail sur terrain, il est important. Des fois, les archives ne disent pas tout. Et donc, moi, je trouve des fois aussi pousser les étudiants à faire des relevés, à faire des analyses iconographiques, à prendre des photos et tout. Je trouve que c'est très important aussi pour la recherche. Et je crois qu'on ne peut pas travailler à distance sur l'Algérie si on ne fait pas du terrain. Je crois que je me tiens à mon avis là-dessus. Je crois que tout le monde est d'accord. Alors maintenant, effectivement, ça c'est un très beau débat entre universitaires. Le problème, c'est qu'on a des autorités, on a un patrimoine qui doit être réhabilité, qui doit être reconnu, on a des politiques que nous avons en face de nous qui ne comprennent pas toujours ce que nous faisons à l'intérieur de nos universités, notamment cette question d'accès aux archives municipales. Je pense que vous accéderiez facilement à la NASA, mais pas aux archives municipales à Alger. Donc c'est très, très, très compliqué. Donc il nous faut aussi faire beaucoup de pédagogie auprès des autorités politiques, en tout cas de ceux qui gèrent la ville, les villes, pour essayer justement de décloisonner cela. Et à ce sujet, je voudrais vous dire une chose, c'est que les frontières d'hostilité, elles commencent un petit peu à bouger. Et c'est tant mieux. On a commencé depuis une dizaine d'années maintenant à essayer de sensibiliser les autorités sur la particularité, la nécessité de la ville française, de l'architecture française, la nécessité d'ouvrir les archives pour que les chercheurs puissent produire une connaissance scientifique, ainsi de suite. Alors, ils n'étaient pas sensibles. Et puis en 2003, tremblement de terre. Beaucoup d'immeubles sont presque, très, très durement touchés, et donc une population dans les grandes villes qui rouspète et qui dit oui, on nous a jamais arrangé nos immeubles et ainsi de suite. Donc voilà, les autorités algériennes prennent conscience qu'il y a un patrimoine. Non, pour l'instant, ils prennent pas conscience qu'il y a un patrimoine, ils prennent conscience qu'il y a surtout un danger qui risque de les déstabiliser, parce qu'il y a des mouvements sociaux très importants. Et donc une immense opération du CTC, ce qu'on appelle CTC, c'est le centre technique, qui se
déplace dans tous les immeubles et qui produit un classement par degré, justement, de vulnérabilité, de conservation. Et à ce moment-là, tout ce qui est classé en rouge doit absolument être détruit. Alors, ça déjà, ça nous a vraiment inquiétés parce que c'est des classements qui sont faits par des ingénieurs. Il y a une grande bagarre entre ingénieurs et architectes parce que l'ingénieur, lui faut du solide. Nous, on dit que même si c'est pas solide, ben, on veut bien arranger, conserver, entretenir, consolider et ainsi de suite. Le résultat est que les autorités ont pris conscience qu'il y a là un vrai danger, une poudrière. Toutes les grandes villes algériennes sont de véritables poudrières parce que d'un moment à l'autre, vous pouvez avoir des effondrements. Alors on a béni le tremblement de terre. On l'a béni parce qu'on s'est dit enfin ils vont prendre conscience qu'il faut s'intéresser, s'occuper de ces bâtiments. Alors on a saisi cette brèche dans nos écoles, en tout cas pour l'école d'architecture, pour proposer à la wilaya d'Alger donc de les aider à mettre en place des cahiers de charges pour les interventions sur ces bâtiments, pour la question de la réhabilitation. Alors pour nous c'était l'idée c'était de les obliger à accepter notre collaboration. Ils l'ont fait très facilement et on leur a dit alors à ce moment-là ouvrez-nous les archives. Ils commencent à le faire petit à petit, mais c'est surtout l'idée qu'en imposant un cahier des charges de la réhabilitation, on allait enfin pouvoir définir les types d'actions qu'on pouvait mener sur ces bâtiments. Pas de destruction systématique, mais on étudie au cas par cas. En fait, on s'est positionné dans une posture de centre historique. Alors qu'Alger n'a jamais, Alger, les grandes villes n'ont jamais été, comment dirais-je, décrétées, conçues, considérées comme des centres historiques. Donc nous avons petit à petit, et c'était très vicieux de notre part, mais on l'a fait, transposer toute la législation des secteurs sauvegardés, classés et protégés sur la question de la ville française. Et donc on a mis en place des cahiers de charges qui dorénavant imposent à chaque action eh bien, d'abord de documenter, ensuite de conserver le plus possible, on ne détruit que s'il y a un danger imminent. Et dans cette posture-là, on est dans une posture de restauration, on est dans une posture de secteur sauvegardé, de bâtiments protégés, alors que c'est une architecture qui n'est pas protégée par les textes. Voilà, donc elle est protégée en tant qu'ensemble urbain plutôt que... Enfin, voilà. Samy. Alors, moi j'aimerais bien, tout à l'heure, Claudine a dit que quand elle était à Alger, les gens lui disent oh, c'est l'architecture française ou je sais pas quoi. C'est là, c'est de l'architecture française ou je sais pas. Ouais. Moi je voulais, parler à nos invités que dans ma région, les habitants, ils font des sittings pour sauvegarder cette architecture. Dans ma région, les enfants des martyrs, ils signent des pétitions pour sauvegarder cette architecture. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'ils ne est la leur et qu'il faut enfin, c'est la leur, mais ils n'identifient pas. Mais en même temps, c'est un phénomène, c'est une trace de l'histoire. C'est ça qui est essentiel. Donc, par exemple, dans un village à Saddour, dans les montagnes kabyles, un monsieur dont le père il est très connu dans la résistance algérienne, il a fait signer une pétition pour la sauvegarde de la gendarmerie. Ça veut dire un lieu de... C'est un centre de torture. Oui, sûrement. Non, mais c'est pour vous dire qu'aussi, la population, elle est... c'est les autorités, ou peut-être nous, des universitaires qui sont à la traîne. La société civile, elle est avec le milieu associatif, ils ont avancé là-dessus. Tu te rappelles l'épisode de La Parisienne ? Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Oui, alors tu peux Allez, en La parler. Parisienne. On veut savoir tout de La Parisienne, évidemment. C'est un immeuble qui abrite à Alger Centre, dans une des artères principales, ex-rue Michelet, actuelle rue Didouche Mourad, qui abrite une pâtisserie, un glacier réputé, où de mémoire d'enfants, même si on est né avant l'indépendance ou même pendant les premières années d'indépendance, on allait manger de très très bonnes glaces. Et donc ce bâtiment-là, qu'on appelait La Parisienne, parce que la pâtisserie glacier s'appelait La Parisienne, était devenu un lieu de mémoire
très fortement ancrée chez les Algérois. Et puis, donc, mais l'immeuble appartenait à une Française et elle a été dépassée par l'état de dégradation de son bâtiment. Et il y a un promoteur, parce qu'il y a une grande spéculation foncière sur les grands centres de villes algériennes. Un promoteur vautour est venu lui dire Madame, si vous ne pouvez pas la consolider ou la réparer, mais moi je vous l'achète. Et tout ça, ça s'était fait un peu dans le secret. Et voilà qu'un jour, ce monsieur arrive avec un marteau-piqueur et il démolit l'immeuble de la Parisienne. Tollé général à Alger et dans les autres villes également, des signatures, des pétitions. Et c'est là qu'on a pris conscience, en fait, que la mémoire affective, en fait, c'est très important. La mémoire des lieux, la mémoire contribue à décréter un patrimoine. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé avec la Parisienne, alors, finalement? Ce qui s'est passé, malheureusement, le bâtiment était rasé. Alors, il est tombé, l'immeuble est tombé, et puis bon, on a vu tout de suite mais ça s'est fait avec une rapidité, une immense pancarte où on nous montrait un très bel immeuble moderne, qui va s'appeler d'ailleurs l'Alhambra. Ah pourquoi. Oui, bien sûr. Oui, mais ça fait 5 ans que c'est en chantier, ça. Il se passe rien. Il se passe Ils vont absolument mettre un rien môle, parce qu'on a jeté un môle, mauvais c'est sort. quand même très on a jeté algérien. un mauvais sort justement sur ce terrain. Mais en tout cas, ce qui est important de dire, c'est que quand même, je crois que cet épisode-là a été déclencheur d'un certain nombre on a chatouillé les consciences, on a chatouillé, voilà. Alors les architectes après se sont emparés de cette situation. Et d'ailleurs, premier réflexe, c'était d'aller voir la ministre de la Culture et de lui dire mais Madame la ministre, faites quelque chose, c'est un patrimoine. Et Madame la ministre de répondre mais ce n'est pas un bâtiment protégé, ça n'est pas un bâtiment classé. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a pris conscience qu'en fait tout spéculateur vorace pouvait détruire un immeuble, et Dieu sait qu'ils sont en très mauvais état, pour venir installer je ne sais quelle architecture dubaïsée. Parce que ça aussi, c'est une chose... Moi, je voulais effectivement rajouter quelque chose, c'est que c'est peut-être un moment déclenchant et ça a changé un peu les comportements et le regard par rapport à ce patrimoine, parce que plus récemment, Samy pourra peut-être le confirmer, le tribunal de Béjaïa qui était désaffecté, qui est tombé en ruine. Voilà, donc il a failli être démoli. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est toujours en place. Non, il est en restauration. Il est en restauration, mais je veux dire, on l'a quand même sauvé, il n'a pas été démoli. Les abattoirs d'Alger, il y a eu une longue polémique autour de ça. Le bâtiment a été classé puis déclassé, mais il y a eu une prise de conscience par rapport au maintien de cette structure comme étant quelque chose qui fait partie de la mémoire collective. Donc, je pense que la société civile est consciente et elle fait attention à sauvegarder cet héritage. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont enclenchées. Très Samy, sur le modèle béjaïen, à Béjaïa on sauve. Hein. Enfin, la population civile, grâce au système associatif. Oui, on fait des forcing des fois et ça marche. Alors, oui, mais d'ailleurs, pour parler du système associatif, je sais que là, on est surtout avec des Algérois, mais à Oran, c'est vrai que ce qui se fait sur Oran est très, très impressionnant. On a vu un petit film il y a pas longtemps, je veux dire, les Journées du patrimoine à Oran, ça devient une promenade nationale où tout le monde va monter à je ne sais quelle citadelle et puis ensuite redescend. Enfin voilà, donc on voit bien qu'il y a des formes de sensibilisation qui touchent un très large public. Hein. Et plus loin encore, on va dans des débats un peu plus de spécialistes, puisqu'il y a aussi une autre situation qui a déclenché des questions et des débats très intéressants, c'est la reconversion des Galeries de France, donc œuvre d'un architecte qui a signé beaucoup de bâtiments, architecte français Henri Petit, reconversion en musée d'art moderne d'Alger. Donc maintenant, Alger a un grand musée d'art moderne. Et alors l'architecte a eu la bonne idée de peindre les boiseries, parce que c'était un bâtiment néo-mauresque, des boiseries qui étaient couleur bois, évidemment. Il les a peintes en blanc parce qu'il s'est dit, si c'est un musée d'art moderne, si les toiles et les œuvres contemporaines doivent avoir un effet, ces boiseries-là sont trop présentes. Donc, il les a peintes en blanc. Alors, évidemment, là aussi, autre débat sur la question de l'authenticité, l'intégrité, qui sont à propos d'un bâtiment français, mais ces deux notions-là sont en réalité des notions associées aux théories de la restauration. Donc, vous voyez comment petit à petit, le glissement sur ces bâtiments qui ne sont même pas classés, à peine reconnus, mais dont on reconnaît la valeur esthétique, comment petit à petit des débats, qui sont des débats de restauration de monuments, sont mis en place. Et c'est tant mieux, parce que justement, maintenant, dans ce fameux cahier de charges qu'on a mis en place, on a mis en place des précautions qui ressemblent à celles qu'on pourrait prendre dans une architecture classée.
Est-ce que tu veux dire quelque chose, Claudine, sur ça, sur voilà, sur les politiques patrimoniales, non Non, c'était juste par rapport à Oran et l'association donc Bel Horizon. C'est vrai que moi j'ai découvert Oran il y a 2 mois, donc c'est tout récent. Mais effectivement, en tous les cas, à Oran, il y a eu plus de destruction dans le centre-ville qu'à Alger. Et je me posais la question, je me disais, est-ce que justement l'association Bel Horizon n'est pas née du fait qu'il y avait plus de ces démolitions, alors qu'effectivement à Alger, à part la Parisienne, tout est conservé. Et c'est ce qui est assez fabuleux à Alger. Vous avez pu le voir là, à travers des images, c'est que les ensembles urbains sont fantastiques, en plus avec un relief extraordinaire. Donc c'est effectivement... Et quasi intégral, quasi conservé dans leur intégralité. Avec une homogénéité exceptionnelle. Oui. Quoi. C'est vraiment des ensembles urbains exceptionnels. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Peut-être qu'on peut laisser la... Absolument. S'il y a des questions dans la salle. Il y a un micro qui circule, hein, je crois, puisque comme nous sommes enregistrés, il faut que vous parliez dans le micro, sinon ça ne va pas marcher. Bonjour. Je voudrais savoir les facteurs démographiques, s'il faut, ça n'existe plus. Alors, après l'indépendance d'Algérie, il y avait un exode rural immense. Est-ce que la politique de l'architecture, parce que vous savez, tous les zones ruraux sont vidées pour y aller se regrouper dans les grandes villes. Est-ce que les grands ensembles qui ont été construits, ce que la dame l'a dit, est-ce que ça ne correspond pas après la Deuxième Guerre mondiale où la France, pour répondre aux besoins de la population, ont construit justement les grands ensembles? Oui, mais non, ils sont. Enfin, non, j'entends bien, mais si par exemple on parle des ensembles Pouillon, ils sont plébiscités par la population. Je connais Pouillon, je ne parle pas de ça. Je parle parce que je connais par exemple la nouvelle ville à Constantine. C'est vrai, c'est les Chinois qui l'ont construite d'une façon incroyable, rapide, mais ça répond à des besoins de la population qui sont la natalité est tellement forte et déjà qui sont regroupés dans des trucs, c'est pour répondre à un besoin. En France, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était exactement ça, les grands ensembles. Ça répond à des besoins. Maintenant, on est en train de les détruire. Et il y a aussi le facteur sociologique, parce que vous dites, il n'existe pas. Moi, par exemple, à Constantine, le très jdida, il y a le Suiqa, vous connaissez Constantine, c'est détruit complètement. Alors que ce qu'on appelle le quartier européen, le quartier, il est très très bien, il est magnifique. Et par contre, est-ce que le gouvernement a une politique d'architecture? Parce que le quartier Suiqa a disparu pratiquement. Voilà, c'est tout, je veux dire. Mais il y a d'autres facteurs. Ouais. Il y a une question derrière vous. Oui, tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'utilisation que les gens faisaient, moi je ne connais pas l'Algérie, mais vous avez dit que maintenant les gens n'utilisent pas les balcons. Et ça m'a beaucoup surpris parce que dans mon imaginaire tout à fait ignorant, j'aurais pensé que c'était un pays où les balcons servaient. Si, ils sont utilisés, mais pour y mettre une parabole, un climatiseur, voilà, mais un débarras, oui, une extension de la maison, une chambre supplémentaire. Mais pas le balcon, terrasse dont on fait usage dans les architectures, en tout cas. Mais ça, c'est pas seulement en Algérie, hein, c'est tout autour de la Méditerranée. Les balcons, on les ferme. Mais on continue, en revanche, à produire. Les jeunes architectes, c'est pour dire que les modèles sont tenaces, ils continuent. Leur seul référent, c'est justement ces formes d'habiter, et ils continuent encore dans leur projet à produire des balcons, sachant que lorsque l'immeuble est construit, les balcons sont très vite fermés. Vous voyez que le modèle est quand même bien présent. Parce que par exemple au Caire, les gens ils se servent de leurs terrasses. Ils les ferment aussi pour faire une pièce supplémentaire. Voilà. Ils la vitrent. D'accord. Presque immédiatement. Il y a plein de questions par là-bas. Bonjour. Donc, je dirais premièrement que les étudiants d'aujourd'hui sont les architectes et urbanistes
de demain. Donc, je reviendrai sur un point qu'avait évoqué Madame Nebil, surtout sur la création de la ville. Donc, on voit très bien l'architecture française créée en Algérie et en Tunisie, parce que moi, je travaille sur le patrimoine français en Tunisie, particulièrement à Féréville. Donc, mais je vois la création de la ville tout autour les gens qui n'ont pas vraiment s'inspiré de la beauté de la ville. Donc, comme vous avez dit, des villes qui sont hideuses et des bâtiments qui sont pas beaux, j'adhère totalement à vous. Et je voulais savoir, c'est quoi la raison, enfin, pour ça? C'est quelle raison qui pousse les architectes à faire ça? Enfin, ce serait un autre débat, mais d'abord, on ne construit pas de ville, on leur demande de construire du logement. C'est quand même différent. Quand on construit la ville, c'est une autre dimension. Donc, le logement, c'est la quantité. Nous sommes dans le 1 million à hauteur d'un projet quinquennal de 5 ans. C'est une politique qui est subventionnée. Et donc, dans ce cadre-là, les architectes ne sont pas vraiment sollicités. C'est un plan type qu'on reproduit. Et donc, on ne construit plus la ville. C'est pour ça que je dis maintenant, on a des paysages urbains hideux dont on commence maintenant à produire des évaluations. Nous sommes censés maintenant passer à une période de qualité. Et la qualité, pour rechercher la qualité, il faut aller chercher des modèles référents. Alors on a 2 modèles, mais il y en a un qui domine quand même. Le premier modèle, c'est celui de la ville française. Et l'autre modèle, c'est celui aussi de la ville vernaculaire, parce qu'elle a produit une forme de cohésion sociale. Elle n'a pas produit de rupture dans la société, dans les chaînes de transmission des modèles, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il faut trouver un modèle de substitution à ces grands ensembles et ce no man's land qui n'ont aucun sens. Mais enfin bon, ça c'est pas le rapport direct avec le regard contemporain sur l'architecture coloniale. Merci. Une autre question à côté. Merci. J'ai voyagé un peu en Algérie comme historienne d'art. Il y avait une rencontre des écoles des beaux-arts et académies, donc j'ai eu la chance d'apprécier beaucoup l'architecture Art Nouveau d'Alger, etc. Je m'excuse pour les mauvaises françaises. Mais j'ai eu aussi la chance de visiter l'architecture interne du pays, dans l'intérieur du pays. Donc, ma question est si vous avez aussi projet de recherche sur l'architecture interne qui est vraiment intéressant dans les 2 aspects, comme patrimoine, mais aussi pour étudier le développement durable en termes, je dirais, de bioarchitecture. Car pour moi, c'est vraiment un patrimoine incroyable du Maghreb entier. Merci. Pas forcément lié à la colonisation, architecture de terre. Oui, allez. Alors là, c'est incroyable. Par exemple, quand on visite les villes du Sud, le génie militaire français, il a adapté les techniques locales à l'architecture, et on peut trouver des exemples incroyables à Tougour, Taouirgla, même à Biskra. Il a fait des bâtiments presque du néoclassique. Quand on creuse, c'est de la terre. Donc, c'est pour vous dire que même l'architecture de terre... C'est de l'architecture coloniale. Non, je ne veux pas dire ça, mais on a des traces qui remontent au début du XXe siècle dans les villes du Sud. Mais je crois que c'est à l'EPO qu'il y a un laboratoire, je ne sais pas, moi je ne connais pas, mais c'est à Alger qu'il y a des recherches sur l'architecture de terre. Ça a été très étudié. Il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de thèses sur l'architecture en terre en Algérie. Ça a été très très étudié quand même. Et puis, relativement récemment, il y a un organisme qui est rattaché au ministère de la Culture, qui vient d'être créé et qui justement s'intéresse aux architectures en terre. Donc là, il y a des choses qui sont en cours. Bon, j'ai pas trop d'informations à ce sujet, mais effectivement, il y a quelque chose qui a été mis en place au niveau institutionnel. Voilà. Les architectes algériens se cherchent. Ils finiront par se trouver. D'autres questions? Oui, je vois qu'il y a une question au fond là. Bonjour. En fait, vous parliez tout à l'heure de l'histoire de l'architecture, donc de ce type à Alger.
Est-ce qu'en fait, il ne faudrait pas commencer à l'enseigner ici en France pour qu'ensuite elle arrive à Alger? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer dans cette histoire de l'architecture toute l'histoire, c'est-à-dire depuis son commencement avec la destruction de la Médina d'Alger et ensuite les débuts, si vous voulez, de cette histoire de l'architecture pour assainir un petit peu, si vous voulez, les choses et que ce soit mieux peut-être accepté par les Algériens. Et troisième question, on ne voit pas de reportages, de documentaires sur cette architecture comme on l'a vu notamment pour le Maroc ou la Tunisie. Voilà, merci. Qui veut répondre? Moi, concernant Béjaïa, par exemple, quand je travaille sur l'histoire de la ville au XIXe siècle, je montre, par exemple, je commente les cartes du génie militaire, les mosquées d'avant, comment ils ont détruit la ville. Je parle de tout ce processus de destruction jusqu'à l'arrivée de la ville algérienne du fin XIXe siècle. Donc, moi personnellement, je travaille sur Sétif, Bouira, Béjaïa et Jijel. Chaque fois, je montre qu'est-ce qu'ils ont fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'explique les phénomènes historiques liés à l'urbanisme. Donc, on parle des destructions pour expliquer ce qui est arrivé ultérieurement. Claudine, peut-être sur les destructions, parce que je sais que c'est quelque chose que tu as étudié, et peut-être c'est plus compliqué, c'est pas que de la destruction, c'est de la réappropriation en fait. Hein. Enfin, la destruction de la Casbah, c'est encore un sujet compliqué. Oui, mais enfin, de toute façon, étudier l'architecture du 19e à Alger, c'est forcément étudier la destruction de la Casbah, puisque jusqu'en 1880, l'essentiel des constructions donc dites françaises se font dans la Casbah. Donc ça fait partie effectivement de l'histoire de la naissance de cette architecture à cet endroit. Donc évidemment, on parle de la destruction de la Casbah, de certaines parties de la Casbah, parce que tout n'a pas été détruit. Et c'est ce qui est justement très intéressant, c'est qu'on a parfois des rues réalignées. C'est-à-dire, vous avez vu là une grande rue à arcades. On peut juste à l'arrière de cette façade, qui est juste une façade, retrouver une cour d'une maison de l'époque ottomane. Et ça arrive très fréquemment, y compris dans la rue Babazoun. Enfin, voilà, je pense que vous connaissez Alger, donc voilà. Donc, effectivement, d'étudier l'architecture au 19e, c'est effectivement aussi étudier beaucoup la Casbah, parce qu'il y a eu beaucoup de choses construites dans la Casbah à cette époque-là. Alors justement, toute la question est là. Et d'ailleurs, avec un collègue, on a essayé de travailler justement sur toutes les opérations de réalignement entre 1830 et 1870. Et effectivement, il y a beaucoup de destruction dans la basse Casbah et très peu dans la haute Casbah. Donc avec une limite qui se fait, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est en dessous de l'ex-rue de Chartres, donc si ça vous dit quelque chose. Et nous, on a été étonnés, effectivement, quand on regarde l'historiographie, on a des chiffres très, très différents. C'est-à-dire, certains disent tout a été détruit, d'autres la moitié. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était des évaluations en fait, faites comme ça, de façon très sommaire. Et quand on regarde parcelle par parcelle, en tous les cas, le long des rues réalignées, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses conservées, beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Que ce qu'on imagine. Et effectivement, c'est surtout souvent des opérations de façade. C'est-à-dire qu'effectivement, à un certain moment, on a voulu imposer le règlement haussmannien, c'est-à-dire destruction très profonde pour pouvoir recomposer les îlots. Et c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que les habitants eux-mêmes ont protesté, enfin les propriétaires ont protesté, et ont finalement réalisé leurs opérations eux-mêmes en conservant beaucoup de choses des premières constructions. Donc un immeuble haussmannien, ça peut être une demeure ottomane en fait, une fois qu'on a passé la façade, l'entrée. Samy. Et ce n'est pas le cas à Béjaïa. Moi, depuis 4 ans, j'essaie de faire des relevés sur la ville. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien trouvé. Ça veut dire que la ville a été occupée en 1833 et comment on dit, la guerre d'occupation, ça a duré 1 mois. Résultat, la ville, fin septembre 1833, elle était
en ruine. Après la destruction de la ville, ça a pris une durée jusqu'à 1860. C'est pour vous dire qu'actuellement, Bijaya, il n'y a que le centre colonial. On n'a aucune trace à part les 3 forts. La Casbah, c'est un fort d'origine turque, mais refaçonné par les Espagnols. Et on a 2 autres forts, mais à part ça, aucune trace de l'époque qui précède la colonisation française. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose justement sur cette question de superposition, de stratification en fait des villes. Donc il y a plusieurs époques et les destructions dans de nombreuses villes algériennes juste au lendemain de la colonisation, notamment Alger, elles révèlent aussi aujourd'hui un regard plus critique, nous permet de reconstituer l'histoire urbaine de la ville parce qu'on retrouve une fois la lecture faite, des éléments de permanence qui sont hérités des périodes antérieures. Ce qu'a dit Claudine, notamment sur les percées qui ont été faites à l'intérieur de la vieille ville, ou qui refaçonnent un peu la façade à la façon haussmannienne, mais juste derrière ces façades, on retrouve effectivement des maisons style vieille ville, etc. Autre chose sur la question de l'histoire urbaine, ce qui est intéressant, c'est que on découvre aussi que tout n'a pas été systématiquement démoli et il y a des bribes, soit de maisons, soit d'équipements, parfois de mosquées, qui restent dans un tissu qui est effectivement déstructuré aujourd'hui, notamment dans la partie basse de la Casbah, avec les mosquées, le bastion 23, etc. Donc aujourd'hui, c'est clair que ce sont des objets qui sont totalement déconnectés de la logique de la ville, originelle, je parle, mais qui aujourd'hui appartiennent à un ensemble urbain différent et qui fonctionne différemment. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu un regard plus critique. Des objets hybrides aussi, voilà, d'une certaine manière. Je voudrais ajouter une chose, c'est que en fait, dans cette campagne de destruction des premières décennies de présence française à Alger, il faut reconnaître quand même que le génie militaire qui œuvrait et qui est à l'origine de toutes ces destructions a quand même documenté la ville qui a précédé son arrivée. On ne le dira jamais assez, l'exploration scientifique de l'Algérie, et a commencé donc par Alger, œuvre donc des armées d'expédition. Elle s'est accompagnée en fait d'érudits, d'architectes, de peintres, de ce que vous voulez, qui ont en fait documenté la ville qu'ils ont vue et qu'ils ont trouvée à ce moment-là. Donc dans les archives militaires de Vincennes, même quand vous avez un plan qui vous montre une rue qu'on allait élargir, il y a toujours les relevés de la ville préexistante. Donc quelque part, dans cette documentation-là, il y a matière effectivement d'archives et de sources pour une relecture possible. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, en tout cas, d'avancer. Je ne vous parle même pas du passé antique des grandes villes, qui lui a été redécouvert à la faveur de ces destructions du génie militaire français. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire l'apologie de ces destructions, pas du tout, mais du point de vue de l'histoire de l'architecture, il faut savoir tirer de ces archives ce qu'on peut tirer pour permettre des lectures très fiable. Madame, vous voulez réintervenir une autre question? Non, il y a d'autres questions? Allez-y. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de la transposition des secteurs sauvegardés en Algérie pour la protection de certains endroits dans la ville algérienne. J'aimerais savoir s'il y a eu des outils juridiques algériens récents qui permettent une protection du patrimoine. De quel patrimoine parlez-vous? Français, 19e, 20e siècle? Oui, tout à fait. 19e non, et 20e. Absolument rien. On n'a aucun Algérien qui s'est non, on a une législation qui concerne les sites antiques, médiévaux, ottomans, mais rien qui concerne l'architecture du 19e et 20e siècle. Et c'est sur cela que nous sommes en train de travailler. Donc parce qu'elle a ses spécificités. C'est par l'urbanisme, en fait, d'une certaine manière. Mais c'est un peu ce qui a été fait dans d'autres pays. À Beyrouth, c'est aussi par l'urbanisme qu'on a réintégré un certain nombre de choses dans la ville. Ça, c'est pas quelque chose qui est propre à Alger, quand même. Hein, mais il me semble, alors je ne sais pas, peut-être tu pourras me confirmer, il était question à un certain moment, au niveau institutionnel, d'élargir le secteur sauvegardé jusqu'à la limite du boulevard Khmisti, c'est-à-dire intégrer une bonne partie du centre colonial. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est, ou alors c'était des idées en l'air. En fait, déjà, l'appellation de centre historique, elle est toute récente.
lorsqu'on parle de la ville française, on entend par ville française toute la ville qui s'est construite en juxtaposition à la vieille ville de la Casbah d'Alger, donc en dehors des remparts. Jusque-là, les autorités algériennes appelaient cela l'Alger-Centre, le vieux bâti, tout simplement. Maintenant, il y a l'appellation de centre historique avec 2 composantes, le secteur sauvegardé de la Casbah et la partie donc, de la ville française. D'ailleurs, dans le plus récent document d'urbanisme qui règle un peu toutes ces questions, le PDO, plan d'architecture et d'urbanisme, plan directeur d'architecture et d'urbanisme à horizon 2029, donc il est assez récent. Le centre d'Alger, en tout cas je parle de l'instrument qui est fabriqué pour Alger, le centre d'Alger est intégré dans une appellation de centre historique au même titre que la Casbah d'Alger. Et ça, pour nous, c'est une avancée de taille parce qu'on lui reconnaît enfin un statut de centre historique, à défaut de ne pas lui reconnaître le statut d'un secteur sauvegardé, ce qui serait une autre histoire. D'autres questions? Troisième rang. Oui, vous avez déjà parlé, donc on vous redonnera la parole juste après. Il y a une dame au premier rang, troisième rang. C'est juste une question par rapport à une image qui m'intrigue. C'est 2 images qui sont superposées en hauteur. Il y a en noir et en blanc. Je voulais savoir si c'était l'avant ou l'après, parce que c'est assez impressionnant, avec des escaliers. Oui, alors je pense que c'est Oran et Alger, c'est ça? Non. C'est Alger. Oui. Et à gauche, elle avec est en un couleur, escalier, c'est ça. Et à droite, il y a des couleurs. Ça, c'est Alger, effectivement. Non, mais c'est la même rue? Non, c'est pas la même rue. Mais la rue qu'on voit à gauche se termine par un escalier. Non, voilà, celle-là. La rue se termine par un escalier, mais ça, c'est un autre escalier. C'est pas l'escalier. Mais ça existe toujours parce que mais tout existe, oui. Ça, c'est une photo du chantier de construction de l'escalier. D'accord, c'est magnifique. Voilà. Et là, c'est une vue actuelle. Mais c'est ce qui est assez fabuleux à Alger. C'est que tout existe à Alger. Non, parce qu'elle est en noir et blanc, c'est pour ça. Je me suis posé la question. Ouais. Mais c'est ça. C'est tout. Madame, au fond. Et puis peut-être que ça sera notre dernière... Oui, ça sera la dernière question. Donc je voulais savoir si toutes les villes qui ont été créées par les Français en Algérie, sur tout le territoire algérien, étaient juxtaposées à la Médina ou à une ville ancienne. Y avait-il une ville qui a été créée sans un terrain oui, les villages de colonisation. Oui. Les villages de colonisation. Voilà. Les villages de colonisation, notamment dans la Mitidja, étaient de pure création coloniale. C'est-à-dire, c'était souvent des plans importés où on retrouvait des architectures purement importées avec leur propre logique. Oui, je sais, mais dans tous les cas, ils juxtaposaient toujours des médinas où non, les villages des villas. Les villages de colonisation pouvaient être créés en plein nulle part et à distance d'un centre existant. D'accord. Et ils étaient tous créés par des génies militaires, c'est ça? Non, pas des architectes ou des urbanistes. Il n'y a pas que les villages de colonisation. On a créé des villes ex nihilo. Par exemple, le cas de Sétif, il y avait l'enceinte byzantine et les Français, ils sont installés juste à côté avec un urbanisme en damier, je peux dire à la romaine. Et il y a une ville à l'ouest très connue qu'on appelle Sidi Bel Abbès. C'est créé ex nihilo. Donc, les Français, quand ils trouvent une ville, Mascara par exemple, elle a été détruite comme Abidjaya. Mais il y a des villes, la majorité, ils se mettent à côté. Enfin, où ils laissent un tout petit peu aux Algériens et ils occupent la ville existante. Voilà. Et bien, sur ces fortes paroles, s'il n'y a plus de questions, eh bien, nous vous remercions d'avoir assisté à cette table ronde.